bienvenue dans ce nouveau live métier. Je suis Silène de MyFuture, votre plateforme de référence pour réfléchir à votre orientation, trouver un stage ou une alternance. Je vais vous accompagner du coup tout au long de ce live et vous pourrez poser plein de questions à notre invité. Aujourd'hui, vous allez rencontrer Julie Collin, qui est gérante de l'entreprise Au Gramme Près. C'est une épicerie en vrac qui est spécialisée dans le zéro déchet, ce qui est très à la mode en ce moment. Et donc, elle est ravie de partager avec vous son parcours, son quotidien et les compétences qui peuvent être attendues pour exercer son métier. Est-ce que vous êtes prêts? Aussi, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat pour que je puisse les poser à Julie, du coup, en direct. Donc, salut Julie. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton métier Oui, salut. Bonjour. Donc, moi je suis Julie, j'ai 28 ans et du coup je suis créatrice et gérante d'une épicerie indépendante qui s'appelle Au Gramme Près. On est à Dijon. Du coup l'idée c'est d'avoir un commerce qui est sur quatre piliers un peu qui sont nos grands objectifs, c'est-à-dire de vendre des produits qui sont en circuit court au maximum, le plus locaux possible, le plus bio possible et le plus sans emballage possible. D'accord. Ok. Donc, comment t'es venue l'idée l'envie de faire ça? Alors, du coup, j'ai créé l'épicerie parce que c'était un constat personnel. J'étais en études à ce moment-là et donc je commençais à me poser des questions sur ma consommation et c'était il y a bientôt 6 ans maintenant, donc ça fait longtemps. Il n'existait pas trop d'alternatives où on pouvait trouver à la fois du bio, à la fois du local et à la fois on pouvait réduire nos emballages. Donc c'était un peu l'idée de... Je me suis dit que c'était dommage que ça n'existe pas et que c'était peut-être quelque chose à faire et que ça intéresserait peut-être pas que moi, ce genre de commerce. Et c'est pour ça que je me suis lancée du coup dans l'aventure. Ok. Et bien du coup, on va voir donc en quoi consiste exactement ton métier. Donc, comment tu fais ça chaque jour? Enfin, qu'est-ce que tu fais chaque jour? À quoi ça ressemble? Un commerce en vrac. Alors du coup, maintenant, donc ça fait 4 ans, un peu plus de 4 ans qu'on est ouvert. Du coup, c'est plus les mêmes journées qu'il y a 4 ans. En gros, on ouvre nous du lundi au samedi. On est ouvert 6 jours sur 7. Ce qui fait qu'on a des grosses plages d'ouverture. Donc, il y a un gros morceau du travail. C'est vraiment d'être là, d'être présent, d'ouvrir le magasin, de le préparer, de le mettre en forme, d'accueillir les gens, de les servir, de les conseiller, etc., de faire des commandes, de réceptionner ces commandes, de les mettre en rayon. Voilà, ça, c'est un peu tout le travail en magasin. Et puis après, moi, en tant que gérante, j'ai tout le travail hors magasin, qui est la communication, la comptabilité, la gestion des fournisseurs, des factures, la gestion des salariés, les payes, la RH, tout ce qui va avec, les certifications, l'administratif, il y a plein de choses autour. Voilà. Et donc tu gères tout ça toute seule comment? Parce que ça a l'air d'être énorme en fait. T'es épicière et gérante ou est-ce que tu t'occupes du côté Ok. Et on gère tout. Après, maintenant, on est une équipe à l'épicerie, on est 8 en tout. D'accord. Du coup, j'ai du monde en magasin. Je suis pas tout le temps en magasin, mais j'y suis quand même un peu parce qu'il y a besoin. Je gère à peu près tout le reste. Maintenant, j'ai aussi des salariés qui prennent des responsabilités au fur et à mesure, et notamment des personnes qui commencent à gérer des commandes. J'ai notamment une personne qui est un peu ma responsable logistique, qui est un peu mon bras droit sur les commandes, etc. C'est quoi une responsable logistique du coup pour les jeunes qui sont en train de nous regarder? En quoi ça consiste? Du coup, être responsable logistique, c'est vraiment en fait gérer les stocks, les quantités, et du coup gérer les commandes, les approvisionnements dans le temps. Se dire par exemple, je sais pas, on a 45 kilos de riz en réserve et on sait que 45 kilos, ça nous tient à peu près 30 jours. Donc du coup, on s'assure que d'ici 30 jours, on en aura reçu à nouveau pour ne pas tomber en rupture.
c'est tout un travail aussi de prévision pour pas qu'il y ait des trous dans le magasin et que l'achalandage soit bon, quoi. Ok, je vois. Et comment, en fait, ça se passe par rapport en fait, à une boutique qui serait pas zéro déchet, tu vois, à une épicerie qui est pas... Qui est pas comme... Ouais, quels sont les défis, tu vois, par rapport à... Je sais pas si ma question est claire. Bah, en fait, il y a plusieurs défis. Nous, déjà, le premier défi, c'est de faire du vrac. Donc, l'objectif, c'est de recevoir les produits dans le plus grand contenant possible. C'est-à-dire, par exemple, tout ce qui va être farine, tout ça, on les reçoit dans des sacs de 20 kilos, notamment 20-25 kilos en général, ce qui nous permet de les vendre en vrac ensuite. Ou alors, vraiment, de faire de la rotation de contenants. Par exemple, j'ai un producteur local de biscuits, il me livre dans une grosse boîte et d'une fois sur l'autre, quand il me relivre des gâteaux, moi, je lui rends les boîtes vides. Donc tout ça, c'est toute une logistique qui n'est pas du tout la même qu'un approvisionnement classique où juste on va chercher et point, quoi. Il n'y a pas de réflexion qui va plus loin. Et nous, en plus, notre contrainte, c'est qu'on travaille beaucoup en circuit court et avec les producteurs en direct. Et du coup, travailler avec des producteurs en direct, ça veut dire qu'on en a plein. Okay. Et on peut être une épicerie vrac et avoir 3 producteurs, enfin 3 fournisseurs, parce qu'il suffit de travailler avec des plateformes, des grosses centrales d'achat, et en fait, on peut tout centraliser sur nos achats. Nous, on n'a pas fait ce choix-là. On a vraiment tout centralisé. Qu'est-ce que tu veux dire par tout centraliser dans vos achats? Attendez, je vais bouger en même temps. Alors, du coup, en fait, le fait en gros, en général, tous les magasins, par exemple, quand ils font une commande, en gros, ils ont des centrales d'achat. Les centrales d'achat, c'est un truc c'est des grosses plateformes où on fait nos courses, quoi. Mais sauf que c'est les commerçants qui font leurs courses. Et alors que nous, du coup, on va chercher notre farine chez notre producteur de farine, nos pâtes chez notre producteur de pâtes, etc. Du coup, ça fait que nous, pour 1000 références, on a à peu près 150 fournisseurs différents. C'est-à-dire 150 personnes à gérer et 150 stocks différents à gérer. Ok, donc en fait, ça demande vachement plus d'organisation et de travail. C'est ça. On se complique un peu la vie, quoi, mais après, c'est l'objectif aussi. Ok, je vois. Et du coup, donc, tu nous avais envoyé des photos de produits. Donc là, on voit du miel, du beurre. De la cire d'abeille. Ah, c'est de la cire d'abeille. Raconte, du coup... Et ben, ça, par exemple, c'est en fait, ça, typiquement, c'est des producteurs locaux qui sont à 20 minutes de Dijon, avec qui on travaille pour le miel. Et en fait, ils font aussi leur cire d'abeille à partir du produit de leur ruche. Et donc, nous, on vend cette cire d'abeille-là qui permet aux gens de faire des cosmétiques, de faire des tissus enduits pour ensuite conserver des produits frais comme du fromage, par exemple. Et typiquement, ça, voilà, c'est des choses qu'on va pas aller chercher plus loin qu'autour de chez nous parce qu'on a un producteur dans le coin, quoi. Ok, ouais, ok, c'est super. Et du coup, les autres produits, donc je crois qu'aussi il y avait la salade d'après, il y avait des chocolats. Ouais. Je vois. Est-ce que comment vous faites par rapport du coup au cacao parce que qui vient un peu loin. Alors en fait, nous, on va pas se cantonner à se dire on fait que du local parce que c'est un peu une hérésie. Enfin, tout le monde a besoin de sucre, tout le monde dans sa vie de tous les jours, ou presque tout le monde achète du chocolat, achète du café, du thé, des épices. Enfin, voilà. Du coup, nous, là-dessus, vu qu'on peut pas les avoir en local, bien sûr, on va travailler au maximum avec des transformateurs qui sont du coin et avec qui on peut travailler en direct et qui ont une éthique qui nous convient. Donc, pour le chocolat, par exemple, on travaille avec des chocolatiers français qui en fait, importent même la fève de cacao et la transforment eux-mêmes. Du coup, on a une vraie traçabilité sur le cacao. Pour le thé, pareil, on va travailler avec des importateurs qui vont chercher leur thé en direct chez les producteurs. Et comment tu sais si les producteurs du coup de cacao sont eux justement rémunérés par rapport... Parce que justement, on sort des schémas classiques de la mondialisation. C'est-à-dire qu'on ne passe pas par des gros... En gros, tout ça,
c'est des traders en général qui achètent ce genre de matière. Il y a des marchés mondiaux, il y a des cours, et en fait, en gros, leur objectif, c'est d'avoir des flux. Ils voient qu'il y a je sais pas, 3000 tonnes de cacao là d'une coopérative qui vaut tant, et eux, leur but, c'est de jouer sur les stocks et les prix pour que le payer le moins cher possible. Nous, on sort de ce schéma-là en travaillant avec justement des artisans éthiques qui, eux, vont dire non, moi, j'ai pas envie d'attendre que le cours de la bourse s'effondre pour acheter mon cacao, mais je vais aller l'acheter à la coopérative en direct et sans discuter le prix. Et c'est surtout ça, en fait, nous, qu'on veut. C'est que les gens soient bien rémunérés à la fin. Et donc, il faut casser les schémas classiques qui mondialisent tous les produits, en fait. Oui, bien sûr. Donc en gros, pour expliquer un peu aux jeunes, parce que ça peut être un peu compliqué, les cours de la bourse et tout ça, mais c'est, je sais même pas comment, mais c'est juste au lieu de... Oui, vas-y. En gros, par exemple, le café. C'est un bon exemple, le café, parce qu'il y a vraiment une bourse spécifique au café. En gros, il y a des récoltes qui sont annoncées avec des tonnes qui sont annoncées par des pays. Et il y a vraiment une bourse qui va faire jouer le prix au kilo mondial du café. Et donc, il y a des gens derrière leurs ordinateurs dans le monde entier, des acheteurs, qui vont essayer du coup d'avoir les quantités qu'ils souhaitent au meilleur prix. Et donc, faire jouer la demande, l'offre, les stocks, etc. Au prix le plus bas. Voilà. Et en gros, l'objectif, c'est pas la qualité, c'est le prix. Et après, en plus, ça retombe sur du coup les producteurs qui, eux, s'appauvrissent, étant donné qu'ils doivent s'adapter en fait à ces cours de la bourse pour pouvoir vendre leurs produits. Et vous, ce que vous faites, c'est vraiment, vous partez des sentiers battus, vous dites non à ça et vous rémunérez les producteurs vraiment en fonction de leur travail et pour qu'ils puissent avoir de quoi vivre normalement. C'est l'idée, ouais, parce que en gros, c'est super cool que la bourse dise à un producteur de café en fait, aujourd'hui, ton café, il vaut 50 centimes du kilo, alors que le lendemain, il peut en valoir un dollar, par exemple, alors que oui, en fait, il a effectué le même travail derrière. Bien sûr. C'est comme le lait en France. Enfin, oui. Et du coup, comme on parle... Pardon. Non, par exemple, pour le café, on se base, nous, sur une échelle qui n'est pas du tout la même, qui est une échelle du café de spécialité, où du coup, en gros, c'est au minimum 3-4 fois plus cher que la bourse classique, et en plus, qui ne fluctue pas comme ça à cause de... Le café, ouais, ok. Mais du coup, tu parlais du lait, et je vois qu'après, donc tu nous as mis une slide avec des fromages. Et du coup, pareil, ton métier par rapport à ça, par rapport aux agriculteurs, au bien-être animal aussi, comment ça se passe comment tu gères ça? Eh bien, alors, je m'entends. Tu t'entends, pardon? Je m'entends pas. Ah, tu t'entends en écho? Oui, effectivement. C'est un micro qui va être... Oui, il y a quelque chose qui a sauté effectivement à un moment. Ouais. C'est les aléas du live. Je sais pas si quelqu'un a un micro. Ah, là, ça a l'air d'aller mieux. Oui, ça va mieux. Du coup, donc je parlais des fromages et je te demandais comment tu gères en fait par rapport au bien-être animalier, par rapport aux producteurs Eh bien, ça, c'est pareil. Du coup, nous, au niveau des producteurs de fromage, des produits laitiers, tout ça, on travaille en super local avec des petits producteurs. Donc, on sait comment ils font. Ils ont des petites structures avec des petits cheptels, que ce soit pour les vaches, les chèvres, la brebis. Ils sont quasiment tous en bio aussi. Donc, ça, quand même, ça inclut des normes qui sont quand même assez strictes. Et voilà, et on est déjà allé sur les fermes. Enfin, on sait comment ça se passe. D'accord. Oui, donc en fait, aussi, votre travail, c'est aussi d'aller voir les producteurs, d'aller les visiter, de voir comment ça se passe. J'imagine que vous les choisissez un peu sur... Enfin, vous faites vraiment attention avec qui vous travaillez? Ouais, complètement, oui. En fait, c'est un peu notre premier boulot, c'est justement de bien choisir les produits et les producteurs, et pour qu'ils correspondent à ce que nous, on souhaite proposer, et qu'on soit fiers de les proposer. Enfin, moi, je suis pas vendeuse, quoi. Enfin, moi, juste, je propose des produits qui me parlent
Et je suis capable de vendre des trucs qui ne me parlent pas. Ok. Bah, ça fait du bien quoi d'entendre ça. Et j'imagine que du coup, par rapport aux fruits et légumes qu'on voit qui s'affichent juste après, c'est la même chose en fait. Ouais, du coup, ouais, niveau fruits et légumes, c'est pareil. On travaille avec plusieurs maraîchers locaux. Donc, ça nous permet de nous achalander toute la semaine par différents producteurs du coin. On essaye parce que chacun a ses produits. Il y en a qui font tel légume, d'autres qui n'en font pas. Donc, ça nous permet d'avoir une offre plus complète. Et pour tout ce qui est pas local, parce que bon, la Côte d'Or et la Bourgogne, c'est pas trop la terre des fruits. On est assez haut dans la France et donc du coup, à part des petits fruits rouges, des pommes et des poires, on n'a pas grand-chose. Donc on est obligé là d'aller un petit peu plus dans le sud pour aller chercher d'autres fruits, par exemple les pêches, les abricots en saison ou même les agrumes du coup. Ok. Et là, on travaille avec une coopérative bio qui nous permet d'agrandir la gamme tout en ayant toujours une bonne traçabilité, quoi. D'accord. Ok. Mais c'est super. J'aime bien entendre ce genre de démarche et tout. Moi, personnellement aussi, j'achète dans ce genre de magasin où c'est local, parce que je trouve que c'est enfin, c'est ultra important de faire attention à ce genre de choses. Et donc, du coup, j'aimerais vraiment parler avec toi de ton parcours et de ce qui t'a amené, en fait, vraiment Ouais. à faire ça, à Oui. devenir, à ouvrir cette boutique. Du coup, ouais, en fait, j'ai eu un parcours assez classique, dirons-nous, de bonne élève au lycée, quoi. J'ai fait j'ai eu un bac scientifique. Je savais pas trop quoi faire après le lycée. Donc, comme beaucoup de jeunes, et moi, c'était pareil, c'était mon cas aussi. Voilà. Et du coup, je suis partie dans un truc qui me plaisait sur le papier, donc la biologie. Moi, j'ai fait une faculté de biologie. J'ai eu ma licence et ensuite, je suis partie en master en communication scientifique et technique, qui est un master un peu spécifique. Et en fac de biologie, tu faisais quoi? Est-ce que tu avais une spécialité? Oui, c'était. Enfin, on est obligé, on se spécialise au fur et à mesure des années. Et du coup, moi, ma spécialité, c'était biologie cellulaire et physiologie. Donc, ça rien à voir. Et en gros, le but à la fin, après, au final, normalement, c'est de faire un master qui suit ces études-là et de bosser soit en laboratoire, soit de continuer dans la recherche. Voilà. Et ça consistait en quoi? Enfin, tu faisais quoi dans cette spécialité? Du coup, nos matières de prédilection, c'était tout ce qui va être physiologie animale et végétale. Donc, c'est-à-dire comprendre les mécanismes du vivant et donc les étudier notamment aussi les populations animales ou humaines ou végétales. Donc voilà, c'était travailler dans ce genre de spécialité-là. Bosser dans des labos, travailler sur, par exemple, les effets d'un médicament sur un animal, etc. Enfin, après, c'était vraiment tout. On peut partir dans plein de choses qui étaient assez intéressantes, mais qui, moi, me plaisaient pas tant. Mais... Ok. Et du coup, c'est pour ça que tu as fait un master complètement différent en communication et culture scientifique et technique, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, moi, pendant la fac, j'ai fait énormément d'associatifs. Je me suis investie autant en tant qu'élue à la fac. C'est quoi? En fait, à la fac, on peut être élu étudiant, c'est-à-dire siéger dans des administrations qui peuvent être autant au niveau de l'université. Donc, moi, c'était notamment pour représenter les étudiants au niveau des collèges de l'université, donc sur le vote des budgets, les infrastructures, les plaquettes de formation, etc. Mais aussi au Crous. Moi, j'étais élue au Crous, et le Crous, c'est tout ce qui gère les logements, les bourses, etc. Et donc, du coup, j'étais vice-présidente du Crous, et du coup, j'étais à toutes les réunions, j'administrais aussi toutes les décisions, on donnait les fonds d'aide aux étudiants qui nous en avaient fait les demandes, je votais les menus du Crous, enfin voilà, plein de choses comme ça. Comment tu t'es lancée là-dedans? Enfin, je sais pas vraiment parce qu'il y a eu j'en ai entendu parler, il y a eu les possibilités, je faisais partie des associations qui s'investissaient aussi là-dedans et ça m'a énormément intéressée parce que en effet la fac me plaisait mais c'était pas ma passion et donc du coup je me suis beaucoup plus reconnue là-dedans et dans ce travail-là bénévole
plutôt que dans mes études, quoi. Ouais, donc c'est chouette d'entendre ça. Enfin, pareil, moi aussi, j'ai été un peu, j'ai été pas mal, je me suis pas mal mise dans des associations aussi quand j'étais à l'université. Et c'est vrai que, en fait, ça peut. Enfin, ce que je trouve intéressant pour les jeunes qui nous regardent, c'est que ça. En fait, même si on n'aime pas forcément les études qu'on fait, il y a toujours un moyen de pouvoir s'impliquer ailleurs et en fait se découvrir. Et j'imagine que c'est là que tu as découvert en fait que tu avais peut-être envie d'aider les autres et de faire des choses qui pouvaient servir les autres en fait. Ouais, carrément. Et puis j'ai aussi J'imagine. appris à faire plein de trucs, quoi. Enfin, du coup, j'ai appris à gérer des gens, j'ai appris à gérer de Ok. la communication, à gérer des projets, gérer des budgets. Du coup, ça a été, enfin, une super formation en plus, quoi. Et ça m'a aussi montré que, enfin, j'aimais gérer des trucs, quoi. Mm. Et donc du coup, c'est comme ça que ça t'a donné envie de monter ton projet d'épicerie? Ouais, bah déjà, c'est ça qui m'a donné envie de pas faire un master purement dans la bio, mais vraiment un D'accord. peu switcher, rester dans les sciences, mais tout en faisant autre chose. C'est pour ça que je suis partie dans mon master en communication scientifique à Grenoble, Ok. Et parce que ça c'est un consiste en master quoi? qui fait de la gestion de projet tout dans le monde des sciences, en gros. Donc, Ok. c'était l'idée, par exemple, de devenir de devenir organisateur d'événements scientifiques, genre la fête de la science, c'est un truc qui est assez connu, ou alors de bosser dans des muséums, D'accord. de faire de la communication au sein des laboratoires ou des centres de sciences. Voilà, il y a plein de métiers différents. Il y a du journalisme scientifique aussi. Enfin, il y avait plein de choses possibles. Et c'était assez intéressant du coup de mixer deux compétences en fait. Et à ce moment-là, enfin, en fait, quand tu as commencé ton master, tu savais pas encore pour l'épicerie, c'est ça? C'est venu Non, pas après. du tout. Ouais, c'est Ok. venu pendant le master. Ouais. Ok, comment ça t'est venu pendant le master Ben, du coup, donc quand j'étais à Grenoble, c'était vraiment là où j'ai commencé à vraiment vivre seule, enfin sans Ouais. mes parents, tout ça. Et donc c'est là où j'ai fait mes courses et où je me suis vraiment rendu compte des déchets qu'on mettait à la poubelle dès qu'on rentrait de faire ses courses du supermarché. Ouais. Et ça a commencé à me dire, mais enfin je commence à me dire, c'est quand même pas hyper normal de faire ça. Mm. Et donc, c'est là aussi où ma conscience écologique est vraiment née, où je me suis énormément documentée, j'ai lu plein de bouquins, j'ai regardé plein de documentaires. C'est en plus au moment où, enfin, c'était l'année où le film de Cyril Dion, Demain, euh, Oui. a été mis au cinéma. Et j'avoue que ça m'a aussi poussé clairement à me dire, il y a sûrement quelque Mm. chose à faire, quoi. Il y a plein d'initiatives qui se montent et c'est le moment, quoi, de faire quelque chose. Et en fait, je me voyais pas faire un métier dans lequel j'étais pas alignée en termes de valeurs. Ouais, bien sûr. Genre, c'était vraiment hors de question, quoi. C'était non négociable. Et je savais que dans ma future branche de métier, du coup, j'allais potentiellement devoir travailler avec des gens avec qui je n'étais absolument pas en accord. Et travailler peut-être pas pour des causes qui étaient forcément très louables. Et, euh, et donc, ça m'a poussé à me dire, bon, allez, t'as cette idée dans la tête, fais-le, quoi. Est-ce que tu peux peut-être nous parler un peu de à quel point c'est important pour toi de travailler dans un métier qui respecte tes valeurs? Parce que je pense qu'aujourd'hui, en tant que jeune, c'est plutôt ce qu'on a envie de faire. On n'a plus forcément envie de travailler pour des entreprises qui vont détruire la planète, qui respectent, en fait, qui respectent même pas les êtres humains. Donc, Ouais. je trouve ça super inspirant ce que tu as fait. Comment tu as trouvé ce courage vraiment d'écouter tes valeurs? Ben, en fait, je crois que je me suis pas trop posé la question. Enfin, c'était un peu une évidence. Mm. Et en effet, j'ai pas hésité, en fait. Enfin, ça a même un peu fait peur à tout le monde autour de moi, quoi. Mes parents et tout, ils me disent non, mais enfin, c'est sûr, tu vas Ok. faire ton truc, mais tu vas voir, ça va être dur. Tu vas pas le faire, en fait. Ok. Et bon, et en fait, à un moment, ils ont compris que si j'allais le faire et que ça allait être sérieux. Et ouais, je sais pas. En fait, c'est vraiment enfin, je sais pas, un truc m'a poussé à le faire et je l'ai fait et je sais toujours pas ni pourquoi ni d'où vraiment c'est venu, mais c'est comme ça, quoi.
ça a été un espèce de chemin à suivre et je me voyais pas faire autre chose et je me voyais pas non plus attendre pour le faire. Parce que justement, je me disais, je pense que je me le dis maintenant a posteriori, mais je me dis, je vais pas perdre 5 ans à bosser pour des gens avec qui j'ai pas envie de travailler, dans un métier dans lequel j'ai pas envie de bosser, pour des valeurs qui ne me parlent pas. C'est quand même énormément de temps le travail dans une vie, et encore plus quand on est indépendant, mais même quand on est salarié, quoi. Et donc, toute cette énergie et tout ce temps, je veux pas le dédier à un truc qui me paraissait pas être bon, en fait. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc, c'est vraiment ça mes motivations, et je sais que, aujourd'hui, je fais des semaines de 80 heures, mais ça me dérange pas. Alors que je pense que, par contre, faire 35 heures dans un boulot qui me parle pas, c'est une énorme corvée, quoi. Ouais, mais bien sûr. Je comprends tout à fait. Ouais. Ouais, c'était pas trop dur d'aller à l'opposé de ta famille, justement. Comment t'as fait pour gérer ça? Alors ça, j'avoue que j'ai quand même de la chance. Bon, déjà, mais tout le monde est plutôt cool dans ma famille. Et c'est surtout que ma famille est une famille d'entrepreneurs, quoi. Mon grand-père a créé pas mal de sociétés. Mes parents sont gérants d'une société. Donc, du coup, c'est pas un monde qui nous a inconnus. Ouais. Donc ça aide aussi, je pense. C'est que c'est pas un truc qui m'était totalement inconnu, ni qui était totalement à l'opposé de notre vie. Ouais. En fait. D'accord. Oui, c'est sûr que ça aide, ouais. Ouais. D'avoir des parents qui peuvent te soutenir. Ouais, voilà. Puis, on est une famille d'indépendants, quoi. Et du coup, c'est pas un truc qui nous faisait peur en soi, parce qu'on sait ce que c'est, et voilà. Et du coup, comment ça s'est passé, cette ouverture? Comment, parce que donc tu crées ton entreprise, comment ça se passe? Quelles sont les étapes à suivre? Est-ce que ce que tu avais reçu comme éducation à l'école, ça t'a suffi? Ou comment t'as fait? Non. Alors moi, déjà, ce qui m'a pas mal aidé, c'est qu'à la fac, il y a un diplôme qui s'appelle le diplôme d'étudiant entrepreneur. D'accord. C'est un truc qui existe dans toutes les facs et qu'on peut faire à partir du moment où on est inscrit à la fac. Il n'y a pas de niveau d'études requis. Et donc, je me suis inscrite à ce diplôme, ce qui m'a permis en deuxième année de master de suivre à la fois mon master et à la fois ce diplôme d'étudiant entrepreneur. D'accord. Et ça a été un bon moyen déjà de se mettre le pied à l'étrier, de commencer vraiment de bosser sur le projet. On avait un tuteur professionnel, on avait aussi des sessions de petites formations, des soirées un peu thématiques avec des discours d'entrepreneurs locaux, etc. D'accord. Donc ça, déjà, ça permet de se mettre dedans et de pas se dire on est tout seul dans notre coin et par quoi on commence, quoi. Ouais, parce que du coup, le tuteur, vous pouviez lui poser des questions, j'imagine, il vous soutenait, il vous aiguillait, quoi. C'est ça, ouais. Et à la fin, vu que c'est quand même un vrai diplôme, hein, donc du coup, il y a des petites formations, etc. Mais à la fin, si on veut avoir ce fameux diplôme, il faut quand même rendre un rapport, une espèce de petit mémoire sur le projet, sur les avancées du projet, avoir travaillé tous les pans de ce projet. Donc, du coup, ça donne un cadre et un sérieux, quoi, autour du truc. Et ça oblige un peu à s'y mettre, et c'était vraiment hyper positif. Ok, voilà. Oh, génial. Et donc ensuite? Et ensuite, donc ça, c'était à Grenoble. Et moi, du coup, je suis originaire de Dijon, donc je voulais monter mon épicerie à Dijon. Donc, je suis revenue à Dijon. Et là, pareil, je ne me voyais pas du tout être seule, sans accompagnement. Donc là, moi, je me suis rapprochée de la CCI de ma ville, donc la Chambre de commerce et d'industrie, qui est là vraiment pour accompagner les porteurs de projets. Donc voilà, ils ont une session d'accompagnement également qui dure entre 6 mois et 1 an, où on a des tuteurs, on a des rendez-vous réguliers sur les différentes thématiques à travailler pour monter le projet. Et ça a été un super cadre indispensable à la création. D'accord. Et donc ensuite, une fois que tu avais ce cadre, une fois que tu avais le background, que tu avais appris à comment on montait son entreprise, qu'est-ce que ça a été les étapes
Eh bien, après, les grosses étapes, du coup, c'est tout ce qui va être. Donc, la première grosse étape, c'est l'étude de l'existant et l'étude de marché. C'est-à-dire, l'étude de l'existant, c'est savoir quel est le marché dans lequel on veut s'implanter aujourd'hui. Qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui n'existe pas, sous quelle forme, etc. Donc, voilà, c'est un peu un état des lieux de ce qu'il y a dans ce monde aujourd'hui. Ce qui permet de se positionner, de se dire oui, je peux y aller, ou non, c'est quand même, c'est peut-être pas le bon endroit ou le bon moment. En fait, ce que tu regardes, c'est par rapport, est-ce que à Dijon, il y a beaucoup d'épiceries en vrac déjà qui existent? C'est ça. Quelles vont être les épices? Enfin, est-ce que les gens pourraient potentiellement être intéressés dans le fait d'acheter en vrac, d'acheter à des producteurs locaux? Est-ce que ça leur plaît? C'est un peu ça. Exactement, oui, ouais. C'est vraiment voilà, savoir ce qui existe autour de nous, quels sont nos concurrents, et où est-ce qu'on veut s'implanter, quels sont les gens qui habitent autour de là où on veut s'implanter, et est-ce que potentiellement ça les intéresserait. Voilà, ok. Donc, une fois que tu as fait ça, qu'est-ce qui s'est. Donc, ça avait l'air d'être OK, apparemment. Ça avait l'air normalement d'être OK. Après, du coup, on a tout ce qui va être montage du business model. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on vend, à quel prix, quelle est notre gamme de produits, quelles sont nos valeurs phares sur lesquelles on ne tergiverse pas, etc. Donc tout ça, c'était de quelle manière on vend aussi. Est-ce qu'on a un commerce physique? Est-ce qu'on a un commerce en ligne? Est-ce qu'on fait du click and collect? Est-ce qu'on fait de la livraison? Tout ça, c'était à réfléchir au départ. Ok. Ensuite, il faut créer son identité. Donc, un nom, déposer un nom, trouver un logo, etc. Voilà, tout se créer vraiment une vraie identité pour qu'on soit reconnaissable. Ouais, c'est ça, c'est créer à quoi la marque va ressembler, ouais. Okay. Ouais, nos couleurs, nos écritures, notre style aussi. Du coup, voilà, tout ça, quoi. Le ton auquel on veut qu'est-ce qu'on veut donner comme ton? Est-ce qu'on veut être drôle, sérieux, hyper classe ou un peu tranquille? Enfin, voilà, plein de choses à travailler. Et ça, en fonction des personnes en fonction du public, des individus que tu vas cibler, quoi. C'est ça, exactement, ouais. Et après ça, il y a les trucs moins fun, donc tout ce qui va être montage du prévisionnel financier, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit gagner pour que ça marche, et du coup, quelle marge on doit faire, etc. Quelles sont nos charges, qu'est-ce qu'on va devoir payer, tout ça. Donc oui, tout ce qui touche à l'argent, et si... Et du coup, après, ça, c'est du coup ce qui nous permet aussi de savoir combien de sous on doit aller demander à la banque. Ok. Et tout ce qui va être montage juridique aussi. Parce que du coup, sous quelle forme je me mets? Est-ce que je me mets en auto-entreprise? Est-ce que je me mets en société? Voilà, il y avait plein de choses à voir. Donc voilà, ça, c'est un peu en gros toutes les étapes à passer. Et après, il y a aussi, vu qu'on est un commerce, il faut trouver un local. Ce qui est un gros défi aussi. Quand même. Parce que du coup, on s'implante sur un truc physique, donc il faut cibler les quartiers, trouver un local qui soit au prix qu'on est capable de mettre dedans, avec la bonne surface, le bon emplacement, etc. Et est-ce que c'était quelque chose de difficile du coup? Ça a pris du temps? Ouais, ça a pris presque 1 an. Ah oui, à trouver un local qui te plaisait. Qui correspondait et qui collait à nos attentes, on a mis presque 1 an. Waouh, ok, je pensais pas du tout que ça pouvait prendre autant de temps. Et du coup, donc après, quand tu as trouvé le local, là, tu peux dire que l'épicerie, une fois que tu t'es installée dans le local et tout ça, elle était lancée. Oui, il y a eu les travaux aussi, parce que du coup, on ne trouve jamais un local qui est totalement formé. C'est vrai. Donc, du coup, il faut tout repeindre, tout recommencer. Nous, on a tout refait du sol au plafond, tout mettre aux normes aussi. Donc ça, c'est une grosse partie du budget, en fait. Dans un prévisionnel, c'est ça. Donc, on a eu, nous, 3 mois et demi de travaux à peu près. Et puis, ouais, on a ouvert. Ok. D'accord. Et après, j'imagine qu'en 4 ans, du coup, ça s'est
Ça a beaucoup évolué. Ouais, ça a beaucoup évolué. Donc au départ, nous, on était 2. Et nous, l'objectif, c'était en gros nos ambitions étaient petites. C'est-à-dire qu'on voulait juste que ça marche déjà. Et que nous, à la fin, au bout de à peu près 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, on arrive à se payer à 2. Mais quand je dis se payer, c'est-à-dire gagner 1 300 € par mois, quoi. C'est pas gagner 6 000 € par mois. Et voilà. Et donc, du coup, on avait fait nos prévisionnels en fonction de ça, avec cet objectif-là. Au final, en fait, le chiffre d'affaires qu'on avait prévu pour la fin de la 3e année, on l'a atteint en 8 mois. Et donc là, on se dit, bon, ça va. Du coup, ça marche un peu mieux que ce qu'on avait prévu. Super. Et du coup, on s'est adapté. C'est-à-dire qu'on a dû embaucher, parce qu'à 2, ça n'était plus possible de tout gérer. On avait trop de monde. Et donc là, on est venu pas mal d'évolutions. On a aussi énormément fait évoluer les gammes en fonction des attentes des gens. On a rentré des nouveaux produits. On a réaménagé la boutique pour que ça tienne. Voilà. Et puis, il y a à peu près 2 ans maintenant, moi, j'avais pour idée de faire évoluer le projet, de faire agrandir l'épicerie et de créer un projet plus global. Et donc, du coup, ça fait 2 ans que je suis sur ce projet-là. Et il y a 3 semaines, on a ouvert notre nouveau lieu. D'accord, waouh. Donc, ok, c'est super à entendre. Ouais, donc ça marche bien. Et du coup, je voulais te demander rapidement ce que tu... Parce que je vois que le temps file. Ce que tu préfères, en fait, dans ton métier, dans ce que tu fais actuellement. Du coup, comme on disait tout à l'heure, c'est vraiment, voilà, je sais pourquoi je me lève le matin, je sais pourquoi je travaille autant. Pour l'instant, ça me plaît toujours autant, donc je continue. Peut-être qu'un jour, je commencerai à fatiguer. Ouais. Voilà, j'ai l'impression, en tout cas, c'est ce que nos clients nous disent, c'est que on fait quelque chose qui a du sens, en tout cas pour les gens qui viennent chez nous. Et que en plus, on fait travailler des gens du coin qui consomment pour des clients du coin. Enfin, on est dans une économie qui est hyper réelle, en fait. Et moi, j'ai besoin de quelque chose de très réel. Ouais. Donc voilà, ça me paraît concret. Et qu'est-ce que tu aimes moins, du coup? Parce qu'on a toujours des choses, même si c'est notre passion, qu'on aime moins forcément. Alors moi, j'avoue, ce que j'aime moins, c'est l'administratif. Mais je crois qu'il y a beaucoup de monde. Je comprends. Parce que c'est les moments les moins fun, où du coup, en plus, on fait souvent ça en décalé, le soir, le week-end et tout. Mais bon, c'est comme ça. Et en effet, c'est une grosse charge de travail. Quand je disais que je travaille 80 heures semaine, c'est pas une blague. Et du coup, en gros, moi, je travaille du lundi au samedi et un petit peu le dimanche. Ouais. Du coup, c'est un peu du non-stop. Les vacances, j'en ai quasiment jamais. Parce qu'ouvrir un commerce, ça implique d'être très souvent ouvert, en fait. On ne peut pas fermer 6 semaines dans l'année. Enfin, ce serait se mettre dans le pied, quoi. Donc, du coup, voilà, forcément, ça demande peu de vacances, un peu de sacrifice, pas trop de week-ends avec les copains ou tout ça. Pas trop de soirées non plus avec les copains. Mais bon, on s'adapte et chacun a ses contraintes. Oui, puis en contrepartie, tu fais quelque chose que tu adores, quoi. C'est ça. Et en effet, on disait qu'on avait noté qu'il y avait une certaine pression constante, mais ça, c'est clair, parce que du coup, on a besoin d'être à la hauteur, parce qu'on a quand même des clients en face de nous, donc il faut toujours leur proposer une offre qui est bien, qui est de qualité et qui du coup, correspond à ce qu'on leur, à ce qu'on leur vend à la base, quoi. En plus, maintenant j'ai pas mal de salariés, donc du coup, c'est beaucoup de choses à gérer, c'est de l'humain et c'est pas forcément simple. Et en plus, il faut payer les charges et du coup, ça reste une pression qui est tout le temps là dans le coin de notre tête à se dire au fait, il faut payer tant ce mois-ci et du coup, il faut qu'on gagne assez pour pouvoir le payer, quoi. Ouais, non, mais ce que je retiens beaucoup, c'est que voilà, être chef d'entreprise, auto-entrepreneur et faire ce que t'aimes, c'est quelque chose d'admirable et de génial, mais c'est vrai que ça demande beaucoup de travail et il faut être prêt à s'investir, quoi. C'est ça. Est-ce que tu as une anecdote, juste comme on arrive vers la fin du live, à nous partager? Et ouais, c'était un peu ce côté bobo écolo, quoi. Genre, on a pas mal de gens, en tout cas au début, qui venaient nous voir et disent mais il n'y a que du quinoa chez vous? Non, pas ouais, c'est que du quinoa. Et donc voilà,
c'est toujours un peu ce côté, mais il n'y a rien à manger, enfin, il n'y aura rien à manger chez vous, ou non, c'est pas pour moi, quoi. Alors que, non, il y a de tout. Il y a vraiment de tout et on peut tout trouver en vrac et même des trucs gras au chocolat, sucré et tout ça, quoi. Allez acheter en vrac du coup. Ok, super. Et est-ce que tu peux me faire ta carte d'identité en 2 petites minutes? Ouais. Alors, est-ce que tu fais des déplacements professionnels? Très peu. Enfin, je fais visiter les producteurs, mais c'est souvent dans le coin. Et les seuls Ok, déplacements que j'ai à faire, moi, c'est notamment sur certains salons professionnels qui sont dédiés au bio, au vrac, etc. Mais il y en a peut-être 2 ou 3 dans l'année, grand max, quoi. ok. Bah, ça compte quand même, hein. Oui. Alors après, tu parlais enfin, donc des horaires, si tu Ouais. as des jours, comment, ouais, quel genre Ouais. d'horaire t'as, on a parlé, hein, Bah ouais. 4 heures Moi, du coup, je bosse semaine. du lundi au samedi et en moyenne, je bosse de 7h30 à 20h, quoi. Hmm. À peu près non-stop. Le dimanche, j'essaye de me le garder vraiment un jour off. Mais là, vu qu'on a Ouais. ouvert la nouvelle boutique et tout, c'est un peu chaud, mais j'espère un jour y revenir. Et les jours fériés, on n'ouvre pas. C'est une règle parce que je veux Ok. pas imposer ça à mes salariés. Hmm. Et par contre, les vacances, on en a assez peu. Si j'ai 2 semaines de vacances dans l'année, c'est cool, quoi. Et le relationnel, comment ça se passe? Ça va trop bien. Super. Et bah, j'imagine que tu travailles plutôt en team. Ouais, nous on bosse beaucoup en équipe, du coup, Et- vu qu'on est 10 maintenant. Mais après, il y a tout un travail d'équipe pour le magasin, mais j'ai aussi un gros travail toute seule pour l'administratif, la compta, tout ça. Ok. Et au niveau de la rémunération, c'est comment? Alors moi, du coup, je gagne... bon, moi, ça me suffit, mais moi, aujourd'hui, ça fait à peu C'est près quoi un an que je gagne 1 500 € par mois. Ok. Et Ça ok, va pas être trop super. évolué pour le moment. Bah oui, non, mais bon, bah ça se fait petit à petit, quoi. Tu montes quelque chose, c'est incroyable. Est-ce qu'il y a vous parlez des langues étrangères, il y a besoin de Pas parler un trop. peu? Des fois, on a quelques Anglais qui passent ou tout ça, mais c'est assez rare parce que nous, on n'est pas du tout en hypercentre ou là où il y a Ouais. beaucoup de touristes. Nous, on est vraiment dans un Ouais. quartier, donc c'est vraiment plutôt les locaux qui viennent chez nous. Et comment tu décrirais rapidement l'environnement de travail, du coup? Et ben, c'est un environnement qui est hyper agréable, qui est assez vivant. Et puis maintenant, c'est grand vu qu'on a un nouveau local. Ouais, Euh, super. Et et est-ce qu'il y a des... Ouais, pardon. non, non, t'inquiète, c'est bon. Et est-ce qu'il y a des plus, des moins que... Je sais pas, que t'as Euh, les plus, c'est de voir du monde tout le temps et d'être tout le temps en interaction et voilà, de ne pas être toujours derrière son ordinateur sur un bureau. Hmm. Mais par contre, en effet, le moins, du coup, c'est que potentiellement, il faut toujours être présent, toujours être là, toujours très souvent debout, à bouger, à porter des choses. Et donc, il faut être en forme et surtout de très bonne humeur tout le temps. Oui, c'est vrai que c'est super important. Mais en même temps, ça fait tellement plaisir de venir dans des épiceries comme les vôtres. Je suis ravie que vous existiez et que tu fasses un métier comme ça. C'est trop génial. Donc, du Merci. coup, merci. Merci Merci à toi. beaucoup pour ce temps. J'espère que ce live vous a plu. En tout cas, moi, c'est le cas. Donc, on retrouve demain Audrey Murat à 15h pour découvrir le métier de manipulatrice radio au centre d'hospitalier d'Auxerre. N'hésite pas à t'inscrire à nos events et à aller sur myfuture.re /live et le modérateur va vous mettre le lien dans le chat. N'hésitez pas aussi à nous follow sur Insta, sur TikTok pour découvrir plein de nouveaux métiers. On a aussi une chaîne sur YouTube qui s'appelle Carré dans l'axe. Et en tout cas, le modé va vous mettre les liens dans le chat. Merci à tous et c'est un bon lundi. Au revoir. Salut.